Qu'est-ce qui fait de nous des hommes? D'où venons-nous? Depuis que Darwin a émis l'idée que nous descendons du singe, les scientifiques s'interrogent sur ces créatures archaïques qui ont quitté le monde préhumain pour entrer dans le nôtre. Depuis 50 ans, des découvertes de fossiles ont comblé une partie des nombreuses lacunes dans l'histoire de notre évolution. Mais les ossements de nos ancêtres sont rares. Ils ne nous permettent que d'entreapercevoir notre lente évolution sur plusieurs millions d'années, du singe à l'homme. Récemment, en Afrique du Sud, dans des grottes souterraines très difficiles d'accès, 2 nouvelles espèces d'hominidés, nos ancêtres humains, ont été mises au jour. Il était posé juste là. Le fossile d'un hominidé archaïque comme on n'en avait jamais trouvé, posé sur le sol de la grotte. Il ne s'agit pas de quelques petits fragments, Il y en a partout. mais de plusieurs milliers d'os. La quantité d'eau qu'on remonte est incroyable. Magnifique! La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'anecdote de Howard Carter sur l'ouverture du tombeau de Toutankhamon. Lord Carnarvon, qui était derrière, a dit « Que voyez-vous » Et Carter de répondre « Des choses merveilleuses. » On a trouvé une créature tout à fait remarquable et tout à fait inattendue. Il faut inventer un nouveau langage pour en parler. Ces fossiles pourraient enfin nous permettre de faire la lumière sur notre passé. Qu'ont-ils à nous raconter sur l'histoire de notre évolution? Un nouveau voile se lève sur l'aube de l'humanité. Les hautes plaines au nord-ouest de Johannesburg ont été surnommées le berceau de l'humanité. Dans les années 1930 et 1940, les fossiles découverts ici ont fourni les premières informations significatives sur nos ancêtres les plus lointains. Puis, les décennies suivantes, la manne scientifique a semblé se tarir. Le berceau de l'humanité n'avait apparemment plus grand-chose à offrir. C'est parti! Bonne chance et bonne chasse! Mais désormais, 2 nouvelles découvertes faites dans les entrailles de la Terre risquent de bouleverser notre vision de la lignée humaine. C'est quoi? Ça a des dents. C'est très dur. Ce ne sont pas quelques centaines d'os. Il y en a des milliers. Je n'avais jamais vu, ni même imaginé, un site d'une telle richesse. Ces os pourraient aider à éclairer une période cruciale de notre évolution, longtemps restée un mystère. Il y a comme un grand vide dans le matériel fossile, avec seulement quelques petits fragments. L'ensemble des fossiles connus semble indiquer que c'est dans ce vide que se cache l'aube de l'humanité, la naissance du genre humain. C'est peut-être l'épisode le plus important et le moins bien compris de notre évolution. Il suit le règne des australopithèques, des créatures d'allure simiesque avec un cerveau minuscule. Lucie en est la plus célèbre représentante. Elle était bipède, mais c'était un singe. Si je voyais un australopithèque à l'autre bout d'un terrain de foot, je pense que j'appellerais le zoo pour les prévenir qu'un singe s'est échappé. Chez les australopithèques, la partie supérieure du corps est tout à fait simiesque. Le bassin, par contre, est très humain. Un australopithèque, c'est une sorte de grand singe bipède. Si on remontait le temps pour les observer dans la savane, on verrait des animaux qui marcheraient debout, comme nous. Mais ils étaient moins grands et leur cerveau était moins gros. La tête devait donc être plus petite. La mâchoire et les dents étaient très massives.
Les scientifiques supposent qu'à un moment situé quelque part entre -2 et -3 millions d'années, ces australopithèques à l'allure simiesque ont donné naissance à la première espèce humaine identifiable, Homo erectus. Ils ont un gros cerveau, un visage étroit et peuvent manipuler des outils. Si j'apercevais Homo erectus à l'autre bout d'un terrain de football, j'appellerais sans doute la police en disant « Il y a un type qui a l'air dérangé là-bas. Il faut lui mettre des vêtements. » Alors que s'est-il passé dans la transition de l'australopithèque à Homo erectus? Pendant des années, il n'y a eu qu'une seule espèce pour combler ce vide, une créature appelée Homo habilis. Mais les fossiles étaient si rares que les origines du genre Homo restaient une énigme. Le plus grand mystère aujourd'hui en paléoanthropologie, c'est de comprendre comment, quand et où a eu lieu la transition des australopithèques vers Homo. Ce qu'on ignore, c'est ce qui s'est passé entre les australopithèques et l'apparition d'Homo. C'est un des grands mystères qu'il nous faut résoudre. Pour cela, il faudrait découvrir des restes fossiles susceptibles de nous en apprendre davantage sur cette transition. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est en train de se produire. Là, vous avez 2 os du pied en articulation. Des matériaux fossiles d'une incroyable richesse émergent des profondeurs de grottes anciennes d'Afrique du Sud. Et pas que des fragments, des squelettes presque complets. Dans le premier bloc, on a trouvé un morceau de mandibule, la mâchoire inférieure, une clavicule et un des os de l'avant-bras. C'était vraiment très excitant. Elle est dedans. On a un crâne, une mandibule, une omoplate entière, une clavicule entière, un bras entier, une main entière et une moitié de bassin qu'on va pouvoir reconstituer pour avoir un bassin entier. Ces squelettes tiendront-ils leurs promesses? Nous aideront-ils à mieux comprendre l'aube de l'humanité? Août 2013. Le Sud-Africain, Pedro Boshoff, est au chômage. Il a déjà été soldat, prospecteur, aventurier. Et il a même étudié à mi-temps les origines de l'homme. Il rêve désormais de gagner sa vie en se livrant à son activité favorite, la chasse aux fossiles. Vers la fin du mois d'août, j'ai pris contact avec le professeur Lee Burger pour lui demander s'il n'avait pas un poste à me proposer à la faculté, dans son service. Pedro Boshoff est arrivé dans mon bureau et m'a dit « Il me faut du travail. Et comme vous, je suis convaincu qu'il y a encore des choses à trouver. » Lee Burger a commencé à explorer le berceau de l'humanité au début des années 1990. 18 ans plus tard, il n'a encore trouvé que quelques fossiles isolés, rien d'inhabituel dans le domaine de la paléoanthropologie. Ces fossiles d'humains archaïques sont sans doute les objets les plus rares et les plus recherchés sur Terre. La paléoanthropologie, c'est peut-être l'un des seuls domaines dans lesquels il y a plus de scientifiques étudiant des objets qu'il n'y a d'objets à étudier. D'ailleurs, la grande majorité des gens qui font ce que je fais ne trouveront jamais un seul fragment de ces premiers hominidés. Et s'ils en trouvent, ce sera une dent isolée. Le matériel fossile se compose à 80 ou 90% de petits morceaux de dents isolées. Au nord-ouest de Johannesburg, le berceau de l'humanité abrite d'innombrables grottes calcaires. Certaines d'entre elles ont déjà livré des fossiles fragmentaires de nos lointains ancêtres. Lee Burger est convaincu qu'elle nous réserve d'autres surprises. Je connais Pedro depuis 20 ans. Je lui ai dit, appelle tous tes copains spéléologues et allez sous terre pour voir si vous trouvez quelque chose.
Et je lui ai acheté une moto pour qu'il puisse se déplacer librement. Ce qu'il attendait de moi, c'était que je sillonne le site du berceau pour y trouver des fossiles. En général, dans ces cas-là, je m'assieds sur un rocher et je réfléchis à la meilleure façon de procéder. Et puis je me suis souvenu que je faisais partie d'un club de spéléologie. J'avais fait de la spéléo dans le coin pendant des années. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Rick et Steven. Je leur ai demandé d'explorer systématiquement les grottes et les cavités de la partie est du berceau. Et moi, j'ai pris la partie ouest. Souvent, on laisse de côté les endroits trop familiers parce qu'on croit bien les connaître. J'appelle ça le syndrome de l'arrière-cour. Je lui ai dit, commence par ce qui est juste sous ton nez. Va dans les endroits que tu connais le mieux. Le 13 septembre 2013, Rick et Steve entrent dans un réseau souterrain qu'ils pensent connaître par cœur. Les grottes de Rising Star. C'est une grotte incroyable. Il y a de tout. Des étroitures, des belles verticales, des formations magnifiques. Les deux spéléologues s'enfoncent sous terre. Je voulais montrer à Rick une super verticale qu'on appelle le dos du dragon. On est monté. Rick m'a dépassé pour filmer les formations au-dessus du puits. Je suis entré dans une petite crevasse de façon à le laisser passer. Je voulais juste m'écarter. Mais une fois dedans, je me suis aperçu qu'on pouvait descendre encore un peu plus. Dans la crevasse, Steve découvre un vide sous ses pieds. Il s'introduit péniblement dans l'ouverture. Plus ça allait, et plus je m'enfonçais vers le bas. Je me faufilais en essayant de ne pas glisser, et en tâtonnant pour trouver des prises. À la fin, j'avais les jambes dans le vide. Je ne sentais plus rien sous mes pieds. La seule façon de descendre, c'était de me laisser glisser le plus loin possible, en tendant les bras presque au maximum. À un moment, j'ai senti des rochers sur lesquels j'ai pu poser les pieds. Il émerge dans une salle cachée. Il crie à Rick de descendre le rejoindre. Les deux hommes distinguent de gigantesques formations rocheuses au-dessus de leur tête. Mais la vraie découverte est sous leurs pieds. Le sol de la grotte est jonché de petits os. Il y avait un premier os par terre. On a regardé un peu autour et on en a aperçu un deuxième. Quand on a vu les dents dans la roche, on a compris qu'on tenait quelque chose. Après, on a vu un crâne enterré.
Et le plus intéressant, une mandibule avec 4 dents. Rick et Steve ignorent à quel genre d'eau ils ont affaire. Mais tout cela est intriguant. Ils décident de faire des photos pour les montrer à Pedro. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai découvert les photos sur l'écran de l'ordinateur. La première chose que j'ai remarquée, ça a été une mandibule avec des dents. Et j'ai tout de suite compris que c'était un hominidé. Inutile de dire que j'ai aussitôt appelé le professeur Burger. Comme il ne répondait pas, on a décidé d'aller chez lui. On était surexcités, on parlait tous en même temps. En arrivant chez lui, j'ai sonné à la porte et dès qu'il a ouvert, je lui ai dit « Lee, est-ce que tu souhaites vraiment nous parler ?» Pedro m'a dit « Tu vas être content de m'avoir laissé entrer. » Il était 21h30, il faisait nuit, mais j'ai entendu l'excitation dans sa voix. Ils ont sorti un ordinateur et j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir sur un écran d'ordinateur. Il a commencé par jurer comme un charretier. Apparemment, c'est sa réaction habituelle quand il voit des fossiles. Mais oui, il a tout de suite identifié un hominidé. C'était une mandibule qui provenait clairement d'un hominidé archaïque. Les dents étaient parfaites. Et sur la photo suivante, il y avait un crâne d'hominidé. Je le devinais au contour. Il y avait des os partout. Et tous ceux que je pouvais distinguer sur la photo provenaient d'hominidés. J'étais sous le choc. Ça a été comme un accident de voiture pour moi. Vraiment. Je voyais tout en noir et blanc et je n'entendais plus rien. Les hominidés, ce sont tous les membres de la lignée humaine, y compris les australopithèques, Homo erectus et nous. Une fois le choc passé, Lee Burger commence aussitôt à s'interroger sur la nature exacte de ces fossiles. À première vue, il s'agit d'un seul et même individu. Sans doute l'un des australopithèques apparus il y a environ 4 millions d'années. Les photos sont difficiles à analyser. Le chercheur veut savoir si les fossiles de la grotte de Rising Star sont similaires à ceux qu'il a trouvés 5 ans plus tôt. C'était dans une autre grotte, toujours dans le berceau de l'humanité, à une quinzaine de kilomètres de Rising Star. Sa première grande découverte. Tout a commencé le 1er août 2008, quand je suis arrivé dans cette vallée. Je me repérais grâce à ces arbres au-dessus de ma tête, visibles sur Google Earth. J'ai remonté cette vieille piste de mineurs. À l'époque, elle était encore envahie par la végétation. Je suis arrivé dans ce bosquet et j'ai découvert cette cavité. Le site s'appelle Malapa. Lee Burger pense bien le connaître. Ce vendredi-là, le paléoanthropologue est accompagné de son fils Matthew, âgé de 9 ans, et de son chien Taou. J'étais devant le trou et je lui ai dit « Trouve-moi des fossiles ». Là-dessus, Matthew est parti dans les buissons. Je pensais qu'il allait chasser la girafe ou le zèbre avec Taou sur les talons. 1 minute et demie plus tard, il a crié « Papa, j'ai un fossile ». Il était juste à côté de cet arbre frappé par la foudre. Il tenait une pierre et j'ai failli ne pas aller voir. Je savais que c'était un fossile d'antilope, c'est à peu près tout ce qu'on trouve. J'ai vu un fossile, mais j'ai pas pensé à un hominidé. Je croyais que c'était un fossile d'antilope parce qu'on en trouve des milliers. J'ai marché vers lui pour voir ce qu'il avait trouvé. Et j'étais encore à 5 mètres quand j'ai vu la clavicule d'hominidé incrustée dans la roche. Je n'en croyais pas mes yeux.
J'ai pris le rocher dans la main et je l'ai retourné en me demandant ce que ça pouvait être d'autre. Et de l'autre côté, j'ai vu pointer une mandibule et une canine. J'ai compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Après avoir passé presque 20 ans à explorer le berceau de l'humanité, il vient enfin de faire une découverte majeure. Une découverte qu'il doit à son fils, mais aussi aux mineurs gallois qui ont emprunté cette vallée un siècle plus tôt. Ils venaient chercher de la craie pour la construction de Johannesburg. Ils dynamitaient ces grottes pour en extraire cette roche bien blanche qu'ils faisaient ensuite brûler pour fabriquer du ciment. C'est dans un des fragments détachés par ces explosions que Matthew a trouvé une omoplate d'enfant. Et ce n'est que le début. Le trou dans lequel les mineurs ont placé la dynamite a encore beaucoup de trésors à livrer. On est revenu à plusieurs dès que j'ai eu l'autorisation, le 4 septembre. On a passé la matinée à fouiller le site, en vain. On a même failli repartir, on pensait qu'il n'y avait rien. Je me tenais de l'autre côté, là-bas, et je regardais l'intérieur de cette crevasse. Et tout à coup, j'ai vu quelque chose dépasser d'un rocher. J'étais stupéfait. Je suis descendu dans le trou et je regardais ici. Pointant hors de la paroi, il y avait la tête proximale d'un Humerus dominidé. Je n'en revenais pas, c'était le sujet de ma thèse. Je me suis approché de la paroi et j'ai découvert qu'il y avait une omoplate. Je me suis avancé encore un peu, j'ai posé la main sur la roche, juste là, et 2 dents dominidées sont tombées dedans. Alors j'ai dit quelque chose, et c'est là qu'a commencé le second chapitre de cette incroyable histoire. On était tous entassés ici. À mes pieds, il y avait une tête proximale de fémur qui appartenait clairement à l'enfant. Le plus étonnant, c'est que je n'ai même pas envisagé que ça puisse ne pas être l'enfant que Matthew avait trouvé. Comment aurait-on pu avoir 2 squelettes sur ce site? Mais bien sûr, c'était un deuxième squelette, celui d'une femme. L'enfant était allongé ici, dans cette position. Et il s'est avéré qu'il y en avait d'autres. Un là-bas et un bébé juste au-dessus de moi. Qui sait combien il en reste? Pour un paléoanthropologue, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Les archéologues extraient un par un les blocs de pierre susceptibles de contenir des fossiles d'hominidés, vestiges des ancêtres archaïques de la lignée humaine. Puis, ils les emportent à l'université du Witwatersrand. Jackie, la femme de Lee Burger, est radiologue. Elle place les blocs dans le scanner de la faculté de médecine pour permettre aux chercheurs de découvrir ce qu'ils contiennent. Plus haut. Ça y est, c'est bon. L'un d'entre eux renferme un secret extraordinaire. Une coupe a révélé un crâne entier. J'étais sidéré. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait y avoir un crâne entier dans cette petite pierre. Commence alors un travail minutieux pour libérer le crâne de la gangue de pierre qui l'emprisonne, sans doute depuis des millions d'années. Ça m'a pris 3 mois. J'ai été la première à le voir. On ne peut pas décrire ce que ça fait. C'est magnifique. Il est sous terre depuis 1,9 million d'années et vous êtes la première personne à le voir. Je me suis dit, comme tu es beau, j'ai ramené ce garçon à la vie. Le crâne est enfin dégagé. Le petit cerveau et le visage projetés en avant désignent clairement un australopithèque. Mais les dents et les autres éléments du squelette racontent une toute autre histoire. De nombreuses espèces d'australopithèques ont sillonné la Terre il y a entre 2 et 4 millions d'années.
Lucie est une australopithèque afarensis. Il y a aussi Australopithecus africanus. Mais ce crâne semble appartenir à une nouvelle espèce. Lee Berger l'a appelé Australopithecus sediba, du nom du point d'eau près duquel il a été trouvé. Dans le dialecte Soto, sediba signifie source. L'équipe a pu procéder à une datation radiométrique très précise des couches de calcaire de la grotte. Celle qui contenait les squelettes avait 1,97 million d'années. Sediba est donc un des derniers représentants du genre, se situant juste à la limite de cet espace vide qui sépare les australopithèques du genre Homo. Voici enfin une créature susceptible de nous éclairer sur cette transition. Et il ne s'agit pas simplement de quelques fragments d'eau. Il y a 2 squelettes remarquablement complets, une femme et un enfant. À Malapa, les fragments d'au moins 3 autres squelettes attendent encore d'être mis au jour. C'est ce qui fait de Sediba le document fossile le plus complet jamais découvert sur ce qui se passait à l'aube de l'humanité. On a peu de squelettes d'hominidés anciens, aussi spectaculaires que les fossiles d'Australopithecus sediba. Ils sont fantastiques. On n'a pas souvent 2 os associés l'un à l'autre, sans parler de plusieurs os, ou encore moins de squelettes partiels. Ces fossiles sont vraiment remarquables. Sediba était intéressant dès le départ. On a tout de suite su qu'on avait différentes parties du squelette et du crâne pour nous aider à comprendre qui était cet animal. C'était passionnant. Et les os des membres supérieurs semblant très primitifs, on savait qu'on avait probablement affaire à un bon grimpeur, une créature simiesque. Le travail de Peter Schmidt consiste à reconstituer le squelette de Sediba. Contrairement à d'autres matériaux fossiles, ces squelettes sont si complets qu'il n'est pas nécessaire de bâtir beaucoup d'hypothèses. Il suffit d'inverser l'image par symétrie pour recréer les os manquants avec une grande précision. Le scanner nous a fourni plusieurs milliers de coupes axiales. Aurore doit maintenant tout réunir pour former un modèle en 3D. Ensuite, il faudra couper le modèle. On a déjà fait le moulage du bassin, on n'a donc besoin que de la cage thoracique. En fait, on a déjà la partie droite de la cage et on a maintenant besoin d'en faire une image inversée. C'est ce que l'ordinateur nous permet d'obtenir en 1 seconde. Lentement, une couche après l'autre, une imprimante en 3D fabrique alors la cage thoracique en plâtre fin. Magnifique. Enfin, Peter assemble un squelette complet. Il est tout à fait singulier. Tous les australopithèques tiennent à la fois du grand singe et de l'homme. Mais Sediba présente une mosaïque de caractères totalement inédite chez ce genre de créature. Le bras est très long comme chez les chimpanzés, mais la main a des doigts courts et un pouce allongé, comme une main humaine. On n'avait jamais vu ça auparavant, parce que c'est la main la plus complète qu'on ait trouvée pour cette période. À partir du squelette reconstitué, le paléoartiste Victor Dick peut commencer à créer une image de synthèse ultra réaliste. Il place virtuellement des marqueurs d'épaisseur de tissu soigneusement calculés à partir de tissus faciaux de primates vivants afin de reconstituer le visage de Sediba. Once that was all done, I
Après ça, j'ai continué en recréant le corps qui va avec. Si vous voulez, je peux vous montrer ce que ça donne en transparence. Ça permet de vérifier que les os et tout le reste occupent correctement l'espace. On a donc une reconstitution conceptuelle de ce à quoi pouvait ressembler Sediba. De cette étape à celle de l'image de synthèse ultra-réaliste, il n'y a qu'un pas. Pour la première fois depuis presque 2 millions d'années, le visage d'Australopithecus sediba observe à nouveau le monde qui l'entoure. Mais les véritables révélations viendront des os eux-mêmes. Ces fossiles sont si bien conservés qu'ils fourniront à la science des informations inédites sur la vie de ces créatures, depuis ce qu'elles mangeaient jusqu'à la façon dont elles sont mortes. Ces détails contribueront peut-être à expliquer la transition des australopithèques vers le genre Homo. Ils pourraient également corroborer ou infirmer une théorie très influente sur l'aube de l'humanité. Une théorie inspirée par la découverte du tout premier fossile d'Australopithèque. Nous sommes en 1924. Raymond Dart est anatomiste et professeur à l'université du Witwatersrand à Johannesburg. Chasseur de fossiles à ses heures perdues, il n'aurait jamais imaginé exhumer un jour un ancêtre préhumain. À l'époque, personne ne croit que l'homme est apparu en Afrique. À la fin du 19e siècle, on a trouvé des fossiles de l'homme de Néandertal en Europe. Et en Asie, on a découvert les premiers spécimens connus d'Homo erectus. Personne n'envisageait qu'il se soit passé quelque chose d'intéressant en Afrique. Darwin et Huxley avaient prédit qu'on trouverait nos origines en Afrique, en se basant sur l'anatomie comparative. Ils ont observé des squelettes de chimpanzés et de gorilles, ils ont observé le nôtre et ils ont dit « Il n'y a rien de plus proche de nous. Ça s'est forcément passé en Afrique. » Mais la deuxième génération de biologistes évolutionnistes s'est éloignée de cette théorie. Ils ont trouvé des fossiles en Europe et en Asie, et ça cadrait bien avec la pensée raciste et colonialiste de l'époque. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée qu'on soit originaire d'Afrique. À la fin de l'année 1924, Raymond Dart reçoit un colis. Il vient de la ville minière de Tong, dans la province sud-africaine du Nord-Ouest. Dans cette boîte, il y a un fossile. Un fossile qui va tout changer. Des mineurs lui ont envoyé un rocher dans lequel est enchâssé ce qui ressemble au crâne d'un petit singe. Le scientifique est fasciné. Au prix d'un travail long et minutieux, il parvient à dégager le crâne mystérieux. Il s'agit manifestement de celui d'un enfant, mais l'anatomiste n'en a encore jamais vu de semblable. Il présente à la fois des caractères simiens et d'autres très humains. En nettoyant le fossile, il a vu le trou à la base du crâne, à l'endroit où la moelle épinière pénètre dans le cerveau. Et il a compris qu'il avait affaire à un marcheur bipède. Il l'a baptisé Australopithecus africanus, c'est-à-dire homme austral d'Afrique. Raymond Dart s'empresse de publier sa découverte. Il affirme que c'est la preuve que nous avons évolué en Afrique, comme l'avait prédit Darwin. Il ne s'attend pas à la tempête que va susciter cette théorie.
L'enfant de Tong a déclenché une véritable révolution. Avant cela, tout le monde cherchait nos ancêtres en Europe. Il était impensable que quelque chose d'aussi important que l'émergence de l'homme ait pu avoir eu lieu en Afrique. Raymond Dart était un type combatif. Et lorsque l'intelligentsia britannique a commencé à le prendre à partie, il leur a fait face. Et il a entrepris de défendre ses vues de façon encore plus agressive. La plupart des scientifiques n'étaient pas d'accord. On le considérait comme un marginal. Mais c'est ce qui a permis, 1, d'introduire la paléoanthropologie en Afrique, et 2, d'étayer les prédictions de Darwin et Huxley grâce à des fossiles bien réels. Ça montrait une bonne fois pour toutes que nos origines étaient en Afrique, et seulement en Afrique. C'est énorme, ça a bouleversé la discipline. Raymond Dart est convaincu d'avoir trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Mais savoir à quoi ressemblaient ces préhumains ne lui suffit pas. Il veut savoir comment ils se comportaient, quel genre de créatures c'était. Il a conscience qu'en s'interrogeant sur nos ancêtres, on s'interroge également sur nous-mêmes. La raison qui fait qu'on s'intéresse à nos origines, selon moi, est la même qui fait que vous et moi, on ait envie de connaître nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. On sait qu'il y a un peu d'eux en nous et on veut comprendre les particularités de notre propre comportement. Notre aspect physique et même notre façon d'agir, tout ça vient de nos ancêtres. La paléoanthropologie fait la même chose dans un passé lointain. On remonte très loin en arrière et on observe tous ces petits éléments qui conduisent à ce qu'est l'humanité aujourd'hui. Raymond Dart élabore une théorie pour expliquer comment les australopithèques, nos ancêtres simiens, sont devenus humains. Ces idées sur l'aube de l'humanité ont été à la base de la réflexion sur nos origines pendant des générations. Dans les années 1940, on a commencé à trouver d'autres spécimens d'australopithèques. En particulier un site avec non seulement des fragments d'australopithèques, mais aussi les ossements de nombreux autres animaux fossiles. Et Dart a remarqué que ces os présentaient des fractures inhabituelles. Le chercheur est convaincu que ce sont des armes fabriquées par nos ancêtres primitifs. Serait-ce cela qui nous définirait comme humains? Dart a servi comme médecin pendant la Première Guerre mondiale. Il a vu de ses yeux la barbarie dont sont capables les êtres humains. Il trouve logique que les origines de l'humanité soient sanglantes. L'expérience de Raymond Dart pendant la guerre a sans doute influencé sa façon d'interpréter ces fossiles. Il avait été témoin du côté obscur et de la violence de l'humanité. Et il a imaginé que les australopithèques avaient compris que les os et les dents étaient durs et qu'on pouvait les utiliser comme armes pour tuer d'autres animaux. Il voit les premiers humains comme des grands singes tueurs. Dart pense que les plus agressifs et les plus téméraires de nos ancêtres préhumains ont quitté leur habitat forestier pour s'installer dans la savane. Là, ils sont devenus chasseurs et prédateurs. Serions-nous donc des singes tueurs à l'origine? Est-ce vraiment cela qui se révèle à l'aube de l'humanité? Les fossiles découverts à Malapa permettront peut-être enfin de corroborer ou d'infirmer la théorie de Raymond Dart. Les squelettes de Sediba sont si bien conservés qu'ils fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur la vie de ces hominidés. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à savoir. À quoi ressemblait l'existence de ces individus? Que faisaient-ils de leur journée? Pour savoir si c'était vraiment des grands singes tueurs, il suffit de trouver ce qu'ils mangeaient. La première preuve directe vient de leurs dents. À l'Institut Max Planck de Leipzig, Amanda Henry
analyse le tartre qui s'est fossilisé en même temps que les dents de Sediba. Le tartre apparaît lorsque les bactéries présentes dans la bouche forment un dépôt sur la dent. C'est un matériau très épais et fortement minéralisé qui s'accumule au niveau du collet et sur d'autres parties de la dent. Des bactéries, des protéines et des vestiges de nourriture sont restés piégés à l'intérieur. Il suffit donc de retirer le tartre présent sur les dents de Sediba pour obtenir un instantané de ce qu'il mangeait. Le tartre se présente maintenant sous forme de poudre et je vais le dissoudre dans une petite quantité d'acide faible. Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever l'acide. Une fois la matrice minérale disparue, normalement on obtient des restes minuscules qu'on peut observer au microscope pour essayer d'en identifier le contenu. Amanda Henry se fait une idée du régime alimentaire de Sediba en découvrant des phytolithes, des vestiges microscopiques de plantes. Ça, c'est un phytolithe trouvé dans le tartre de Sediba. Tous ces spécimens proviennent de végétaux ingérés par cet individu. Des éléments qui vont permettre enfin de confirmer ou d'infirmer la théorie de Raymond Dart. C'est la première fois qu'on a une preuve directe du genre d'aliments que mangeaient les australopithèques. On a déjà eu des informations indirectes de vagues catégories d'aliments plus ou moins durs. Mais ça, c'est une preuve directe. C'est fantastique. Ce que la chercheuse découvre dans le tartre de Sediba, ce sont les vestiges microscopiques de végétaux très variés. On a des phytolithes d'herbes, des phytolithes d'écorce ou de tissus ligneux de végétaux et des phytolithes provenant sans doute de fruits. Tout ça indique que cet individu consommait des aliments provenant de régions forestières fermées. Il devait donc manger des fruits, mâcher des tiges. Il mangeait les herbes qui poussaient dans cette zone. Les dents de Sediba témoignent d'un régime alimentaire très similaire à celui des chimpanzés actuels. Même s'ils consommaient parfois de la viande, il n'y a pas grand-chose qui corrobore la théorie de Raymond Dart sur les singes tueurs. Les scientifiques qui ont étudié le matériel fossile par la suite ont découvert des traces de morsures sur le crâne d'un australopithèque. Ce qui semble prouver qu'Australopithecus n'était pas le prédateur, mais la proie. Nos ancêtres, les premiers hominidés en Afrique du Sud, étaient des victimes. Ce n'étaient pas les carnivores décrits par Raymond Dart. Dans les grottes, il avait trouvé non seulement les restes de nos ancêtres humains, mais aussi ceux de nombreux autres animaux dont il pensait qu'ils avaient été dévorés par les hominidés. En réalité, tous étaient victimes de prédateurs et de carnivores qui rapportaient leur proie dans la grotte. Les fossiles de Sediba continuent à fournir des informations précieuses sur le monde dans lequel vivaient les australopithèques il y a presque 2 millions d'années. Mais une question essentielle reste sans réponse. Comment ces créatures ont-elles évolué vers des formes d'hominidés plus modernes? Pour le savoir, les scientifiques ont besoin d'un fossile particulièrement difficile à trouver, celui d'un premier individu du genre humain. Pendant plusieurs décennies, il a fallu se contenter des restes fragmentaires d'une seule espèce, appelée Homo habilis. Au début des années 1960, les fouilles réalisées par les Leakey dans les gorges d'Olduvai, en Tanzanie, ont permis de définir une nouvelle espèce fossile dans notre arbre généalogique, Homo habilis, l'homme adroit. C'était important parce qu'on a pu faire le lien entre des outils en pierre et ce que Leakey présentait comme le premier être humain, un membre du genre Homo. Comme la plupart des chercheurs de l'époque, Louis Leakey envisage notre évolution comme un processus linéaire progressif.
une seule chaîne d'espèces devenant de plus en plus humaine. Il décide que ce qui a fait de nos ancêtres des hommes, ce n'est pas l'invention des armes, comme le pensait Raymond Dart, mais l'apparition des outils. Et puisqu'Homo habilis semble être le premier à avoir fabriqué des outils, il le désigne comme le premier représentant de notre genre. C'est enfin le chaînon manquant entre l'Australopithèque et le monde humain d'Homo erectus. Il y avait toujours ce grand vide entre les Australopithèques et les membres plus tardifs du genre Homo, comme Homo erectus et Néandertal. On ignorait à quoi ressemblaient les espèces situées entre les deux. Et puis dans les années 1960, il y a eu Homo habilis. Son cerveau était un peu plus volumineux, il était sans doute davantage bipède, et il était associé à des outils en pierre. Il était un candidat sérieux pour les débuts du genre Homo. Ça a aussitôt déclenché une controverse qui se poursuit aujourd'hui encore. C'est assez chaotique. Parce qu'il est devenu évident, sans doute dans les années 90 et au début du XXIe siècle, qu'en fait on ne savait pas très bien qui était Homo habilis. Si on l'a rangé parmi les êtres humains, c'est principalement parce qu'il a été découvert avec des outils. Mais il apparaît aujourd'hui que ce n'est sans doute pas un trait déterminant du genre Homo. Nous savons désormais que les Australopithèques, même les plus primitifs, étaient capables d'utiliser des outils en pierre. Zerai El-Emzighay a découvert l'enfant de Dikika, un Australopithèque vieux de 3 millions d'années. D'après lui, il y a des éléments qui prouvent l'utilisation d'outils en pierre à la même époque. Si on définit Homo habilis par sa capacité à fabriquer et à utiliser des outils, que faut-il penser du fait que les Australopithèques faisaient la même chose? On sait que les chimpanzés actuels utilisent des outils en pierre de façon rudimentaire, ou plutôt qu'ils utilisent des pierres. La confusion autour d'Homo habilis n'a fait que croître. Elle est renforcée par l'extrême rareté du matériel fossile disponible. J'ai des collègues qui disent que si on prenait une boîte à chaussures et qu'on y mettait tous les fossiles des premiers membres du genre humain, on aurait encore la place de ranger une bonne paire de chaussures. La rareté des fossiles a longtemps limité les scientifiques dans leur certitude sur les premiers membres du genre Homo. Telle était la situation lorsque les deux jeunes spéléologues, Rick Hunter et Steven Tucker, découvrent les ossements de Rising Star. En voyant les photos, Lee Berger espère pouvoir enfin éclaircir le mystère. S'agit-il de fossiles de Sediba ou d'Homo habilis? La seule façon de le savoir, c'est de remonter les fossiles à la surface. Le paléontologue sait qu'il faut faire vite. Je devais prendre une décision. Juste avant 1 heure du matin, je me suis dit que l'histoire ne me pardonnerait jamais si je n'agissais pas sur le champ. 5 semaines plus tard, les fouilles de Rising Star commencent à prendre forme. Mais Lee Berger a dû faire preuve d'une certaine ingéniosité. Il savait qu'il ne pourrait pas descendre lui-même dans la salle des fossiles. À certains endroits, le boyau d'accès mesure moins de 18 cm de large. J'ai publié une annonce sur Facebook. J'ai besoin de chercheurs maigrelets qui ne soient pas claustrophobes. Vous devez pouvoir travailler en équipe dans un environnement pénible et dangereux et être disponible à partir du 1er novembre. J'ai vu le post de Lee sur Facebook et sur un coup de tête,
J'ai présenté ma candidature. J'ai passé un entretien et à partir de là, tout est allé très vite. J'ai vu que Lee avait posté une annonce sur Facebook. Il lui fallait des chercheurs et des paléoanthropologues maigrichons et pas claustrophobes, capables de s'insinuer dans une fente d'environ 18 cm. Ça m'a beaucoup intriguée. Je n'ai pas dit ce qu'on avait découvert. Je n'ai pas dit ce que je pensais que c'était. Ils savaient juste que c'était avec moi, en Afrique du Sud. Et sous terre, bien sûr. Je m'attendais à recevoir 4 ou 5 candidatures, vraiment. Combien y a-t-il de gens qualifiés dans le monde qui répondent à ces critères? 10 jours plus tard, j'avais 57 candidats qualifiés du monde entier. Des femmes pour la plupart. Un matin, je me suis réveillée et j'ai découvert que Lee Burger cherchait des archéologues fluets avec de l'expérience. Je me suis dit, c'est pour moi. Une amie a vu qu'on cherchait des archéologues menus pratiquant la spéléologie. Elle m'a dit, c'est toi? Je termine une thèse en anthropologie et en ostéologie. C'est mon domaine. Je suis archéologue. Je peux vite potasser la partie paléo. Je prépare un doctorat en biomécanique de l'évolution, donc plutôt l'aspect paléoanthropologique. Ça avait l'air parfait. Quand j'ai lu le message à mon mari, il m'a dit « Ils auraient tout aussi bien pu écrire « On a besoin de Marina ici ». Les fouilles de Rising Star marquent l'entrée de la paléoanthropologie dans l'ère des réseaux sociaux et d'Internet. J'ai utilisé Skype pour faire les entretiens et pour communiquer ensuite avec les 11 candidats que j'avais retenus dans cette incroyable liste. Lee a un peu expliqué comment la grotte avait été découverte. Il nous a montré les vidéos et les photos faites par Steve et Rick, et il a évoqué les conditions de circulation à l'intérieur de la grotte. Il voulait être sûr qu'on savait dans quoi on s'engageait. C'était mystérieux et du coup c'était très tentant. Je me demandais quel genre de circonstances pouvaient le pousser à chercher des gens menus avec des connaissances solides en paléontologie. Je leur ai fait passer des entretiens sur Skype pour les voir face à face, mais aussi pour faire un test. Pour plusieurs d'entre eux, j'ai éteint la caméra pour voir comment ils me répondraient, parce que j'avais déjà envisagé ce système de communication. Je savais très bien que jamais je ne mettrais les pieds dans cette salle. Et le jour suivant, j'ai appris que j'étais prise. Ça a été tellement rapide. Je leur ai envoyé un email en disant « Félicitations, faites vos bagages. Je vous attends dans la première semaine de novembre. » Et puis j'ai reçu l'email me disant que j'étais prise. Et bien sûr, je me suis mise à pleurer. Je n'arrêtais pas d'actualiser ma boîte de réception pour vérifier que l'email était bien là. J'ai poussé un hurlement. Tout ça s'est passé très vite. Le message a été publié, les entretiens ont eu lieu la semaine suivante, et le lendemain, j'étais prise sur le projet. Tout à coup, il a fallu réorganiser mon agenda, attendre les billets d'avion, faire mes valises et lire rapidement des choses sur ce que j'avais besoin de savoir. Les préparatifs se sont faits à un rythme d'enfer. J'avais le cerveau en surchauffe. C'était comme une explosion de confettis à paillettes. C'était comme le meilleur des anniversaires, des Noëls, des Hanouka, des Kwanzaa. Tout ça à la fois. Je me suis dit, si Lee pense que je peux le faire, alors je peux le faire. Je ne me faisais pas d'illusions sur la difficulté de la chose. Ça n'avait encore jamais été tenté dans le contexte africain, ni peut-être même dans le monde. Il fallait mettre en place une assistance médicale, un système de sécurité, une infrastructure sous terre et en surface, plus tout le matériel habituel d'une expédition scientifique. Je vais chercher un sac. Pendant la mise en place du camp, Pedro, Rick et Steve préparent la grotte pour les scientifiques. Il me faut un sac à dos. Oui, c'est vert. Des longes de sécurité
Des lumières, des câbles et des caméras sont installés. Le risque d'accident est omniprésent. Lee Burger revient encore et encore sur les procédures de sécurité. En cas de problème, on ne panique pas. Oui? Oui, reçu. Un poste de contrôle est installé. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de presque toute la grotte. J'ai vraiment commencé à prendre conscience de ce que je demandais à ces jeunes femmes en voyant les spéléologues tirer plus de 2 km de câbles. Je crois qu'elles étaient terrifiées. Et moi aussi. Il n'y avait pas encore eu d'essai, alors on les a emmenées dans la grotte pour vérifier leurs compétences dans cet environnement. Et puis le 10 est arrivé. C'était le jour où je voulais commencer les fouilles. On a testé les systèmes, tout fonctionnait. C'était un peu le bazar. Mais ça fonctionnait. On a vérifié la sécurité, tout était OK. Et en début d'après-midi, on était prêts. Détrompe-toi, je suis doux comme un agneau. Je n'en doute pas. Tu as l'air très émotif. Marina, Becca et Anna sont les premières à descendre. Personne ne sait encore ce qu'elles vont trouver. J'ai vu un crâne, j'ai vu d'autres pièces. Je suis à peu près sûr qu'on a au moins un squelette d'hominidé assez complet. Bien sûr, ça reste à vérifier et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines heures. Sous le regard anxieux de Lee Burger et du reste de l'équipe dans le poste de contrôle, les 3 jeunes femmes s'enfoncent de plus en plus profondément sous terre. La descente est difficile. Quand j'ai regardé en bas, je me suis dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais une fois que je me suis lancée, ça s'est avéré bien plus facile que je ne le pensais. J'essaye aussi de ralentir un peu, parce que la GoPro tourne. C'est une sensation extraordinaire quand on se rend compte à quel point on est loin des gens là-haut dans le poste de contrôle et qu'on prend pleinement conscience de ce qu'on est venu faire en bas. Je me sentais très émue, mais il faut contenir cette émotion parce qu'on ne peut rester en bas qu'un temps limité et qu'on a une tâche très importante à accomplir. Quand je suis descendue la première fois, c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais. Ensuite, on arrive en bas et il y a un couloir à traverser. Ce n'est pas vraiment une chatière, mais c'est un passage étroit. Après ça, la salle s'ouvre à nouveau. Ça, c'est l'entrée de la grotte. On commence par descendre un puits assez étroit et des tunnels pour arriver dans cette zone qu'on appelle la chatière de Superman. C'est un passage très étroit dans lequel il faut ramper sur le ventre pendant environ 3 mètres. On entre alors dans une autre salle. Ça, c'est ce qu'on appelle le dos du dragon. C'est une crête à escalader avec un dénivelé de 4 ou 5 mètres de chaque côté. Une fois en haut du dos du dragon, il faut franchir un nouveau tunnel avant de commencer la descente de 12 mètres jusqu'à la salle. C'est ça, là. Une fois dans la salle, on se retrouve dans une zone d'atterrissage, une sorte d'antichambre. Et on franchit un nouveau rétrécissement pour accéder à la salle principale qu'on appelle UW101 ou la salle des fossiles. Marina Elliott est la première à pénétrer dans la salle. Je dois avouer qu'il y a un peu d'appréhension et beaucoup d'excitation à l'idée d'être la première des scientifiques à entrer dans la grotte. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai franchi le dernier rétrécissement avant la salle, c'est l'anecdote d'Howard Carter sur l'ouverture du tombeau de Toutankhamon. Je crois que c'est Lord Carnarvon qui était derrière lui et qui a dit « Que voyez-vous » et Carter de lui répondre « Des choses merveilleuses ». Je ressentais la même chose. Cet endroit est sublime.
Tout d'abord, la grotte est sublime d'un point de vue géologique. Et quand j'ai baissé les yeux, j'ai découvert une mer d'ossements. Et ce n'était visiblement pas des os ordinaires. C'était incroyable, incroyable. Je les ai vus entrer dans la salle. On avait mis des caméras, je voyais leurs pieds bouger. C'était surréaliste. Elle fait très attention. Tant mieux. Extra, c'est parti. Le crâne a été repéré. Vous le voyez, là? Elle marque la mandibule maintenant. Et puis les fouilles ont commencé. Notre travail de scientifique a vraiment commencé. On met l'étiquette numéro 1 à côté de la mandibule et on se concentre là-dessus. Ok. Ok, super. Merci. Salut. Là, c'est parfait. Ok, tu peux scanner. D'accord, j'y vais. La première incursion dans la salle des fossiles ne dure que quelques heures. Le temps de commencer à scanner et à signaliser les fragments d'eau, mais aussi de tester le système de sécurité. Alors, ça donne quoi? Je regarde, c'est en cours de calcul. Enfin, il est temps de remonter le premier de ces précieux fossiles, la mandibule. Ah, les voilà. Je vois ce qui ressemble à une mandibule, là, sur la droite. Ça a l'air fantastique. C'est Becca qui l'emporte avec elle. Bravo! Tu as le fossile? Oui, je l'ai. Et tout le monde est là. Tout le monde est sorti. Rick est là aussi. Bravo. La sécurité d'abord. Quand elles sont sorties, j'ai été immensément soulagé. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elles avaient remonté ce truc et que j'allais enfin voir ce qui était à l'origine de tout ça. Quand j'ai ouvert cette petite boîte et qu'on a déballé l'objet qu'elles avaient emporté, toutes nos grandes idées sont passées à la trappe. Comme ça. On ne savait plus ce qu'on avait. En voyant la mandibule sur les photos de Rick et Steve, les Burger avaient pensé qu'il s'agissait d'un australopithèque. L'une des principales caractéristiques d'un visage d'australopithèque, c'est sa mâchoire robuste et ses grosses dents simiennes. Au moment de la transition vers le genre Homo, le visage s'est rétréci, la mâchoire et les dents sont devenues plus petites. Mais en prenant enfin la mandibule dans ses mains, le paléontologue réalise qu'elle est trop petite pour appartenir à un australopithèque. Elle semble très humaine. Pourrait-il s'agir d'un nouveau spécimen d'Homo habilis? Ou même d'une nouvelle espèce qui se situerait entre les australopithèques et les premiers Homo? Ce sont les questions que se pose l'anatomiste Peter Schmidt en étudiant le fossile. Vous voyez ces molaires? Il y a une usure très étrange de la partie frontale, ici. Heureusement, on a un autre fragment.
Entre les deux fragments, ça nous fait une demi-mandibule complète. On peut alors appliquer la fonction symétrie et ça nous donne la forme générale. Le scientifique n'a plus qu'à la comparer avec la mandibule d'Homo habilis. Je retire ça, et là, vous avez une rangée de dents qui provient d'Homo habilis. Comme vous pouvez le voir, ces dents sont massives, mais l'alignement est droit, alors qu'ici, on a un arc très marqué. La mandibule provenant de Rising Star est clairement plus arrondie. Ce n'est pas Homo habilis, mais ce n'est pas non plus un australopithèque. Les scientifiques ne savent pas ce que c'est. C'est la confusion totale. On ne sait pas quoi en penser. Ce qui est clair, c'est que toutes nos idées préconçues doivent être écartées. On ne peut pas se lancer là-dedans en pensant qu'il s'agit de tel ou tel groupe. Il faut littéralement repartir de zéro. L'équipe espère voir le mystère s'éclaircir au fur et à mesure que les fossiles sortiront de la grotte. C'est très dur. Ils ont toutes les raisons d'être optimistes. Chaque descente révèle de nouveaux os. Là où ils pensaient ne trouver qu'un seul squelette, ils découvrent les traces d'une multitude d'individus. Il ne nous a fallu que quelques heures pour comprendre qu'il n'y avait pas qu'un seul squelette. Un autre fémur. Si je me souviens bien, ça a commencé avec un deuxième fémur du même côté. Et comme on n'a jamais entendu parler d'un hominidé à 3 jambes, ça nous faisait 2 individus. Et puis il y en a eu 3. Le deuxième jour, on en était à 4. On a réalisé qu'on était tombé sur quelque chose d'énorme. Alors bonne chance, Becca. On a hâte de voir ce que tu nous rapportes. Chaque fois que les scientifiques déplacent un fragment d'os dans la grotte, ils en trouvent d'autres dessous. Il y en a partout. Ils sont disséminés dans tous les coins. Et pas seulement dans la salle, même les passages d'accès sont jonchés de fragments. Ils étaient dans la zone d'arrivée quand j'ai reçu un appel à l'interphone. On a trouvé une nouvelle dent. Elle était posée là. Je cherchais un endroit où m'asseoir et j'ai vu ça du coin de l'œil. Rick était là en renfort. Il a donné un coup de pied dans la terre et des hominidés sont tombés. Il me faut des étiquettes. T'en auras assez? Dans l'après-midi du 14e jour de l'expédition, on était hystériques. Au départ, on avait une caisse avec un seul squelette. Le 3e jour, on avait 2 caisses. Le 4e jour, 3 caisses. Le 6e jour, on a commencé à dire « Il nous faut plus de caisses ». Une dent et plus. Je me demande si tu ne devrais pas nous serrer encore plus fort à chaque fois qu'on trouve un nouvel endroit. Arrivé au 14e jour, les fossiles s'accumulaient. On sortait 40, 50, 60, 70 éléments par jour. Et pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à cette célèbre scène des Dents de la Mer. Roy Scheider est en train d'amorcer. Il n'a pas encore vu le requin. Il est là, à jeter son appât, et soudain, un énorme requin apparaît. Et il dit... Il va nous falloir un plus gros bateau. Il va nous falloir une plus grosse caisse. C'est extraordinaire. À Noël, je mettrai une caisse comme celle-là à la place de ma chaussure. Tandis que s'accumule un nombre croissant de fossiles, une image de l'hominidé de la grotte de Rising Star commence à émerger. Ça fait partie d'un bassin juvénile. Oui. Oui. Les os de la cuisse et du bassin montrent qu'il était bipède et marchait debout, mais que sa démarche était primitive. D'après ce qu'on peut en voir, le crâne est à peine plus volumineux que celui d'un chimpanzé, mais les dents et la mâchoire semblent plus modernes, presque humaines. Les chercheurs sont de plus en plus excités. Ils commencent à penser qu'ils ont découvert une nouvelle espèce à l'aube de l'humanité.
Mais faut-il l'intégrer dans la lignée des australopithèques ou des premiers Homo? Le seul fossile qui leur permettra vraiment de le savoir, c'est le crâne. Ils le gardent pour la fin. La distance est parfaite, je vois le marqueur 2. Tu enregistres? Oui. Puis d'un coup, ils prennent conscience d'un autre fait extraordinaire. Il n'y a pas d'autres animaux dans la grotte. Tous les fossiles appartiennent à des hominidés. C'est totalement inhabituel. C'était assez surprenant. Ce qu'on avait constaté systématiquement, mes collègues et moi, sur tous les autres chantiers de fouilles auxquels on avait pu participer sur le continent africain, ne se produisait pas cette fois. On ne trouvait que des hominidés. Quand on trouve les restes d'hominidés archaïques dans une grotte, ils sont toujours associés aux ossements d'autres animaux qui sont venus mourir à l'intérieur ou qui ont été traînés là par des prédateurs. Généralement, on trouve des antilopes en grande quantité. Et puis, selon les circonstances, il peut aussi y avoir des carnivores, des rongeurs, etc. Tout ce qui peut s'accumuler quand des animaux meurent et qu'ils sont traînés et mangés dans une grotte. À part les ossements d'une chouette solitaire, il n'y a pas trace d'un seul autre animal dans la salle de Rising Star. Uniquement des hominidés. Comment ces derniers se sont-ils retrouvés ici? Enfouie dans les profondeurs obscures de la grotte, la salle est très difficile d'accès. On ne peut y pénétrer que par un boyau vertical étroit. Les chercheurs sont convaincus qu'elle était tout aussi inaccessible il y a 2 millions d'années. Ils commencent à penser que les corps ont peut-être été placés là intentionnellement. Pourrait-il s'agir d'un site funéraire? On n'a encore jamais rien trouvé qui permette de relier ce genre de pratique à un ancêtre d'aspect si primitif. La question est là, devant nous, mais on n'a pas de réponse. Les premières sépultures connues remontent environ à 100 000 ans et on les doit à des groupes humains beaucoup plus modernes. L'équipe n'a pas encore de date pour les fossiles de Rising Star, mais il paraît inimaginable qu'une créature si primitive ait pu inhumer ses morts. C'est pourtant à ça que ça ressemble. Les tranches d'âge des différents individus correspondent tout à fait à ce que les archéologues trouvent dans les cimetières. Au début de cette expédition, ça ressemblait à la population d'un cimetière. Des individus très jeunes, d'autres très vieux, et rien entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera rien, mais pour l'instant, ça ressemble à ce qu'on voit dans un cimetière quand on ouvre les tombes. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est un mystère que j'espère bien résoudre. En attendant, on est face à une énigme. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un... J'ai presque peur de le dire à voix haute. Cette hypothèse changerait beaucoup de choses si elle s'avérait exacte. Mais personne n'est vraiment prêt à la défendre avant d'avoir procédé à des analyses plus poussées. Les chercheurs entament maintenant leur 3e et dernière semaine de fouilles. Ils ont gardé le plus intéressant pour la fin, le crâne. Sa forme et la taille des arcades sourcilières devraient permettre de vérifier si la créature de Rising Star est un australopithèque ou un humain. On serre les dents et on sort le crâne, ok? Oui, oui, super. Au moins ce sera fait. Ouais. Pas du tout parce que tu as envie de le voir. On veut sortir ce crâne pour plusieurs raisons. Il a beaucoup à nous dire. D'abord, sa capacité. Sa forme correspond-elle à un australopithèque avec un bourrelet à l'avant? Est-il plutôt arrondi, donc humain, ou entre les deux? Y a-t-il une crête sagittale? On veut le savoir.
Par ailleurs, c'était sûrement l'extraction la plus complexe. C'est un os fin et fragile qui peut se casser. On n'était pas sûr de pouvoir le sortir. Et on avait aussi besoin de voir ce qu'il y avait dessous. Est-ce qu'on avait un seul squelette ou plusieurs individus liés entre eux? On était très tendus. Et ça a été beaucoup plus difficile que prévu. Je suis sûr que t'en trouveras plein. Allez, à vous de jouer. Bonne chance, amusez-vous bien. Compte sur nous. Super. C'est à ton tour. Allez, bonne chance et bonne chasse. Merci. À tout à l'heure. Le crâne est extrêmement fragile. Les fouilleurs scannent soigneusement toute la zone autour. Passe-moi un grand. Grand comment? Ça, c'est parfait. Commence alors un travail minutieux consistant à retirer tous les fragments osseux autour du crâne. On a des sacs médiums. Enfin, la terre est délicatement époustée afin de libérer le fossile. On avait tous conscience des enjeux scientifiques autour de ce crâne, quand sa sortie est devenue imminente. Il n'y avait que 2 personnes en bas, et elles travaillaient dessus. Becca et Marina. Elles ont travaillé longtemps, longtemps. On avait beau leur dire de remonter, elles ne voulaient pas sortir. Elles savaient qu'elles étaient tout près de l'extraction. Et puis elles sont enfin sorties. Ça y est. Ça y est. C'est tellement fragile. Toute l'équipe retient son souffle lorsque les 2 scientifiques soulèvent enfin le fragment de crâne et le déposent précautionneusement dans une boîte. Voilà. Le fossile commence alors sa lente ascension, quittant la grotte pour la première fois depuis sans doute plusieurs millions d'années. Tiens la boîte. Oui, il peut pas monter comme ça. Il faut qu'il soit plus prudent. Ça y est, le voilà. C'est fantastique. Ils sont tous descendus dans la grotte. Tous ces chercheurs qui avaient dépensé tellement de temps et d'énergie pour vivre ce moment-là. Ils sont redescendus et se sont postés aux emplacements les plus difficiles, le long du dos du dragon. Ils savaient que s'ils lâchaient la boîte, son contenu serait endommagé ou même détruit. Et ils ont fourni un incroyable travail d'équipe en se passant la boîte de main en main, depuis ce recoin sombre où elle se trouvait depuis un temps indéterminé, jusqu'à l'entrée de la grotte. C'est là qu'attendaient ceux d'entre nous qui n'avaient pas la chance de pouvoir entrer dans ce réseau. La tension était palpable pendant qu'on les suivait sur les écrans jusqu'à la sortie. Le voilà, allons le chercher. Grand moment. C'est un tel émerveillement. Personne de fatigué, personne pour retenir sa joie.
On est tous excités comme des gamins. Tu ne m'en veux pas si je prends ça avant de te serrer dans mes bras? Je t'en prie. Bravo. Et même pas d'embrassade avec cette chose dans les mains. Je vais le passer à John. Je n'arrête pas de me dire, bon sang, il est tellement vieux. C'est sans doute la première fois que ce fossile voit la lumière du jour depuis plusieurs millions d'années. Et du coup, je m'interromps sans cesse, juste pour y penser et m'en délecter. Le moment que tout le monde attendait est arrivé. Il compte sur ce fragment de crâne pour déterminer si la créature de Rising Star est plutôt un australopithèque ou un membre de notre propre genre. Laissez-moi regarder. Le frontal gauche, c'est cette zone-là, l'orbite. Et une partie de la boîte crânienne, juste derrière l'orbite. C'est un élément très important. S'il a de gros bourrelets susorbitaires avec une échancrure derrière, c'est un australopithèque. Les arcades sourcilières plus petites et un crâne plus arrondi indiqueraient qu'il s'agit d'Homo. On a notre genre. Vraiment? On a notre genre. C'est incontestablement Homo. Ouais! Le verdict est clair. L'équipe a trouvé un nouveau membre du genre humain. Mais que peut-il leur apprendre sur le tout début de l'humanité ? On est certain que c'est le genre Homo, notre genre, et que c'est une nouvelle espèce. Pour l'instant, on en est là. On a découvert un grand nombre d'individus, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux, appartenant à une nouvelle espèce dans le genre Homo. Ils vont maintenant devoir assembler et analyser le reste des matériaux fossiles. Ils ont déjà presque 2000 fragments d'eau, provenant d'au moins 12 individus différents. Le site de Rising Star est une des découvertes les plus extraordinaires sur l'évolution des hominidés. On n'avait encore jamais trouvé autant de fossiles au même endroit. C'était totalement inespéré. Le chantier de fouilles n'a duré que 3 semaines. Mais tandis que l'expédition touche à sa fin, les chercheurs savent que Rising Star leur réserve encore de nombreuses surprises. Je n'avais jamais vu, ni même rêvé d'un site d'une telle richesse. Ce ne sont pas quelques centaines d'eaux. Il y en a des milliers, c'est clair. On ne peut pas souffler sur le sol sans en faire apparaître un nouveau. On ne peut pas effleurer la paroi de la main sans faire tomber une dent ou un os. Et généralement, c'est un nouvel individu. Ça va être très, très long. Il est temps pour l'équipe de se disperser et pour les fossiles d'être soigneusement transférés à l'université du Witwatersrand. C'est ici qu'il y a 90 ans, Raymond Dart a déclenché une véritable révolution en affirmant que l'humanité avait vu le jour en Afrique. L'endroit idéal pour commencer à étudier les vestiges de nos mystérieux ancêtres de Rising Star. Lors d'un symposium, 6 mois après la fin des fouilles, des scientifiques se réunissent pour une analyse intensive du matériel fossile. Ils sont dans la phase analytique, là, dans la phase diagnostique.
L'idée était de réunir certains des plus grands esprits de la planète autour des données les plus récentes pour analyser plus de 1700 restes fossiles d'hominidés qui n'ont été mis au jour qu'en novembre dernier. C'est un spectacle absolument fantastique. Cette énergie bouillonnante de la science, on peut presque la sentir dans la pièce. On est tous fous de science. C'est le paradis ici. C'est une expérience extraordinaire en matière de paléontologie humaine. Jamais encore on n'avait réuni de jeunes universitaires talentueux pour qu'ils utilisent leurs nouvelles techniques et portent un regard neuf sur des fossiles découverts récemment. C'était impensable quand je faisais ma thèse. J'aurais donné n'importe quoi pour faire un truc comme ça. Les os mis au jour dans la grotte de Rising Star sont enfin prêts à être dévoilés au reste du monde. On a une nouvelle espèce d'humains archaïques dans le genre Homo. C'est tout à fait passionnant. On n'avait jamais trouvé de matériel aussi abondant dans cette période de transition entre les derniers australopithèques et les premiers membres de notre genre. Et là, on en a une sacrée quantité. L'image qui émerge de l'étude de ces fossiles ne ressemble à aucune autre. On a des créatures tout à fait humaines au niveau des pieds, des mains et des dents. Tout ce qui interagit directement avec l'environnement est Homo. En revanche, les éléments centraux, le tronc, l'architecture de la colonne vertébrale, le cerveau, tout ça est plus primitif. Comme si l'évolution nous façonnait de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons appelé cette espèce Homo naledi. En Sotho, naledi signifie étoile. Quant à la salle des fossiles, qui renferme certainement encore des choses incroyables, on l'a appelée la salle d'Inaledi, la salle des étoiles. Homo naledi présente une étrange mosaïque de caractères simiens et humains. Un petit corps, un cerveau peu volumineux et des bras de chimpanzé, mais aussi des mains et des dents humaines, avec de petites arcades sourcilières et de longues jambes. Il parcourait sans doute de grandes distances à pied. Naledi est très surprenant à beaucoup d'égards. Il a une capacité crânienne minuscule. Son cerveau est 3 fois plus petit que celui d'un homme moderne. Mais quand on observe la forme du crâne, la denture, les jambes, en particulier les pieds, et même les mains, il est clair que cette chose fait partie de notre genre. Des créatures sur le point de devenir humaines, mais encore très proches des australopithèques. Leur présence dans cette grotte n'en est que plus intrigante. On dirait bien que s'ils sont là, c'est parce qu'on les y a mis. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une chose qu'on peut dire à la légère. Et nous avons donc adopté une approche très rigoureuse. On peut montrer qu'il n'y a aucune trace de prédation. On peut montrer qu'aucun prédateur ne s'attaque exclusivement aux hominidés. On peut montrer qu'ils ne sont pas tous arrivés là en même temps et qu'il n'y a pas eu de matériaux acheminés dans la salle. Scientifiquement, ça s'arrête là. On peut dire que la meilleure hypothèse, c'est qu'on les a mis là. Si elle se vérifie, cette hypothèse aura des implications considérables. On sait désormais que le cerveau de l'hominidé de Rising Star mesurait entre 450 et 550 cm3, à peine plus que celui d'un chimpanzé. Si les hominidés de Rising Star inhumaient volontairement leurs morts, ça veut dire que des individus avec un petit cerveau étaient capables d'une telle démarche. Ça change notre perception des attributs cognitifs et des neuromécanismes nécessaires pour adopter ce genre de comportement. C'est très intéressant. L'accumulation des squelettes d'Homo naledi dans la grotte soulève les mêmes grandes questions
que celle auquel voulait répondre Raymond Dart. Quel genre de créatures étaient nos ancêtres primitifs? Si ces individus ont bien été inhumés de façon intentionnelle dans ce qui serait une sorte de site funéraire, cela témoigne d'un comportement social évolué. L'idée va de pair avec un nouveau regard porté sur le passage du singe à l'homme. Beaucoup de scientifiques mettent désormais le développement des liens sociaux et d'une coopération toujours plus forte au cœur de cette transition. Une hypothèse qui provoquera certainement des débats passionnés au sein de la communauté scientifique. Mais en quoi ces découvertes modifient-elles le fil de l'évolution humaine ? On entend toujours le même refrain en paléoanthropologie. Les gens disent « il nous faut plus de fossiles ». Mais la vérité, c'est que la profusion de fossiles ne fait que compliquer les choses. L'une des principales questions est de savoir où placer ces nouveaux ancêtres fossiles dans notre arbre généalogique. La datation des fossiles est une opération délicate et complexe qui prendra du temps. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne connaît pas l'âge de ces fossiles. On sait à quoi ils ressemblent parce qu'on en a beaucoup. Mais les conséquences sur notre façon d'envisager l'évolution humaine ne seront pas du tout les mêmes s'ils ont 3000 ans ou s'ils en ont 3 millions. Le fait d'avoir pu dater les fossiles de Malapa rend les choses plus claires. Avec ses 1,97 million d'années, Sediba est généralement considéré comme trop tardif pour être l'un de nos ancêtres directs. Le genre Homo était déjà établi au moment où Sediba est arrivé. Cela démontre malgré tout que de nombreuses espèces d'ancêtres primitifs ont coexisté pendant la même période. Ok, vas-y, continue. La qualité des fossiles mis au jour par Lee est vraiment phénoménale. Sediba prouve qu'il y avait au moins 2 ou 3 espèces en Afrique du Sud il y a 1,9 million d'années. C'est une découverte très intéressante. Elle montre l'existence d'une diversité et le matériel est magnifique. Mais je ne pense pas que Sediba soit un ancêtre du genre humain. Qu'elles soient ou non directement apparentées à nous, les créatures de Malapa et de Rising Star nous orientent vers une nouvelle façon de penser l'évolution humaine. On a une sérieuse tendance à vouloir tracer des démarcations bien nettes entre les espèces pour faire de jolis arbres généalogiques. Mais même si on en a très envie, ce n'est pas forcément comme ça que fonctionne la nature. Il est tout à fait naturel d'envisager la lignée humaine comme une sorte d'arbre généalogique à travers les âges. Mais l'évolution est beaucoup plus complexe que ça. L'évolution est buissonnante. Il y a différentes expériences. Les populations testent différentes adaptations et différentes façons d'aborder le monde. Les paléoanthropologues évoquent le buissonnement de l'évolution humaine pour illustrer la foisonnante variété de minidés archaïques et expliquer à quel point il est difficile de déterminer laquelle a abouti à nous. Mais cette métaphore ne rend pas forcément justice au mécanisme de l'évolution. La nature est compliquée. Elle ne respecte pas vraiment notre besoin de ranger les fossiles dans des cases bien ordonnées et de nommer des espèces bien démarquées les unes des autres. Sediba et Naledi présentent tous deux une mosaïque de caractères à la fois australopithèque et humain. Ils semblent indiquer que l'aube de l'humanité a été marquée par de multiples expériences évolutives, avec des singes bipèdes dotés d'un petit corps et d'un cerveau peu volumineux.
Les scientifiques savent aujourd'hui que des australopithèques tardifs ont coexisté avec des Homo primitifs. Et dans cette diversité, il y a sans doute eu des métissages. Ce ne sont pas des espèces totalement formées, et il y a de nombreux métissages entre ces groupes. Certains très adaptatifs évoluent dans un groupe et d'autres dans d'autres groupes. Le métissage permet de tous les réunir. Si c'est bien le cas, on ne pourra peut-être jamais tracer une frontière bien nette entre ces groupes et les hommes modernes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle métaphore pour illustrer notre évolution. Une image qui exprime mieux son aspect fluide et dynamique. La meilleure métaphore, c'est peut-être celle d'un cours d'eau aux multiples bras. Elle nous est inspirée par la découverte d'hominidés mosaïques tels que Naledi, Sediba et d'autres, qui nous montrent qu'il y a eu beaucoup d'expériences différentes. Certaines de ces expériences évolutives se sont éteintes. D'autres se sont réunies et métissées. Le flux et le reflux des gènes à travers ces groupes devaient être si complexes qu'il vaut mieux renoncer à tout espoir de découvrir une évolution simple et linéaire. Il faut vous représenter un glacier tout en haut d'une vallée. En fondant, il donne naissance à de nombreux ruisseaux. Il y en a des grands et des moins grands. Et ils descendent tous vers le bas de la vallée. En bas de cette vallée, on aura presque inévitablement un lac auquel certains d'entre eux, peut-être la majorité, mais pas tous, auront contribué. Je crois qu'il faut désormais considérer les espèces qu'on découvre un peu comme des bras individuels dans un cours d'eau. Il est évident qu'ils ont quelque chose à voir avec la population finale, c'est-à-dire nous, les milliards d'êtres humains actuels. Mais il est difficile de dire lequel a le plus contribué à notre présence ici. Avec les découvertes faites dans les hautes plaines d'Afrique du Sud, c'est un chapitre fondamental de l'histoire de nos origines qui s'écrit. Le mystère de l'apparition de notre genre, le genre humain, se dévoile peu à peu. Une nouvelle lueur éclaire enfin l'aube de l'humanité.